Je me souviens encore du regard glacial de notre nouveau PDG lorsqu'il s'est tenu à la tête de la table de conférence. La salle était bondée. Mon équipe, le conseil d'administration, même des analystes juniors entassés le long des murs. J'avais tout donné à cette entreprise, la transformant d'une start-up ambitieuse en une puissance valorisée à 80 millions d'euros. Quand ces mots m'ont frappé, « Vous êtes un bon dirigeant, mais vous êtes devenu un problème pour nous », un étrange calme m'a envahi. Mon cœur aurait dû s'emballer, mes poings se serraient, mais au lieu de cela, j'ai souri. Tranquillement, j'ai rassemblé mes affaires, offrant un bref signe de tête au visage que j'avais mentoré et façonné en une équipe gagnante, et je suis sorti. Dès que les portes de l'ascenseur se sont refermées, le poids de la situation m'a frappé. Je me tenais là, seul, agrippant la lanière en cuir de ma sacoche, ressentant cette sensation étrange de déracinement. Le lieu où j'avais passé tant de nuits blanches, où j'avais célébré des victoires et souffert des échecs, m'était désormais interdit. Mais sous la douleur, quelque chose d'autre couvait, une anticipation. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée de ce que je venais de faire. En sortant dans la rue, Paris semblait étrangement vivante, bourdonnant d'opportunités. Quelques jours auparavant, j'avais finalisé l'acquisition de notre plus gros client. Une négociation discrète en coulisses qu'il n'avait pas remarquée. Et maintenant, en regardant mon téléphone s'illuminer de messages d'anciens collègues, j'ai senti le premier frémissement de contrôle me revenir. Je me suis installé à la terrasse d'un café près du boulevard Haussmann, commandant un express serré. Les passants se pressaient autour de moi, inconscients du drame qui venait de se jouer à quelques pas de là. Mon téléphone vibrait, sans cesse. Des messages de soutien, des questions confuses, même quelques offres d'emploi discrètes. Mais je n'étais pas pressé de répondre. Le serveur a déposé ma tasse, me jetant un regard curieux. Peut-être avait-il l'habitude de voir des cadres congédiés venir noyer leur chagrin ici, mais je ne ressentais pas de chagrin, pas vraiment. Une vague de détermination montait en moi, de plus en plus forte, à mesure que la réalité de ma situation s'installait. « Un autre café, monsieur ?» a demandé le serveur après un moment. J'ai secoué la tête. « Non merci, Laurent », ai-je répondu, lisant son badge. « J'ai du travail à faire. » En quittant le café, j'ai aperçu la tour qui abritait les bureaux de l'entreprise. Son ombre s'étendait sur les rues comme un rappel de ce que j'avais perdu, ou peut-être de ce que j'avais gagné. La partie n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. J'ai passé la soirée seul dans mon appartement du Marais, contemplant le contrat signé. L'acquisition de notre plus grand client n'avait rien d'impulsif. C'était le fruit de mois de stratégie minutieuse. Pendant que le conseil d'administration poursuivait des campagnes marketing tape à l'œil, je m'étais concentré sur les relations, cultivant un lien avec le client qui représentait près de 40% de notre chiffre d'affaires. Ils étaient devenus impatients, las des promesses vides de l'entreprise, et quand j'ai discrètement proposé un rachat, ils n'ont pas hésité. Autour d'un whisky et lors d'appels nocturnes, nous avions peaufiné les détails. J'avais utilisé presque chaque euro en ma possession, mis en gage des actifs personnels, et même sollicité des faveurs d'anciens contacts. C'était téméraire, diraient certains, risquer tout sur un seul coup. Mais je connaissais la faiblesse de l'entreprise. Sans ce client, leurs chiffres s'effondreraient en quelques semaines. Le sourire suffisant du PDG lors de mon renvoi résonnait dans mon esprit. Il croyait avoir éliminé un problème. Il ignorait qu'il venait de sectionner une artère vitale. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le frisson du risque me parcourait, mêlé à des moments de doute. Et si l'entreprise trouvait un autre client majeur? Et si ma nouvelle acquisition cédait sous la pression? Mais à mesure que le soleil se levait, illuminant les toits parisiens, ma résolution se renforçait. Je n'avais pas seulement bâti une entreprise, je m'étais construit moi-même. Et je n'avais pas terminé, j'ai préparé du café et ouvert mon ordinateur portable. Des dizaines d'emails m'attendaient, dont plusieurs de la part de mon ancien directeur financier, Thomas. Nous avions commencé ensemble il y a 10 ans. Mais contrairement à moi, il avait choisi de rester fidèle à la nouvelle direction. Ces messages trahissaient son inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe avec Duvaltech? Ils ne répondent plus à nos appels. Dis-moi que tu n'as rien à voir là-dedans. » J'ai souri en sirotant mon café. Thomas avait toujours été perspicace. Je n'ai pas répondu immédiatement, savourant le moment. Au lieu de cela, j'ai appelé Jean-Marc, le PDG de Duvaltech, pour confirmer que tout se déroulait comme prévu.
Ils sont dans tous leurs états, m'a-t-il dit, avec un léger amusement, dans la voix. 3 appels ce matin déjà de plus en plus désespérés. Continue comme prévu, ai-je répondu. Ne leur donne aucune indication sur ton changement de propriétaire pour l'instant. Après avoir raccroché, j'ai enfin répondu à Thomas. Je prends un nouveau départ. Peut-être devrais-tu en faire autant. Les heures suivantes ont été consacrées à établir mon plan. Ce n'était pas juste une question de vengeance, c'était une vision. Avec Duvaltech comme base, je pouvais construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne répéterait pas les erreurs du passé. J'ai commencé à contacter d'anciens employés en qui j'avais confiance, testant discrètement leur loyauté à l'entreprise actuelle. Vers midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Sophie, l'assistante du PDG. « Il veut vous voir », a-t-elle dit sans préambule. « Immédiatement. » J'ai laissé échapper un petit rire. « Je crains que ce ne soit plus possible, Sophie. Mon badge ne fonctionne plus, vous vous souvenez ?» Un silence, puis « Il propose de venir vous voir, n'importe où, c'est urgent. » La roue commençait à tourner, plus vite que je ne l'avais anticipé. Tout a commencé par un simple email. 3 jours seulement après mon départ, j'ai reçu un message de l'intérieur. Duvaltech se retirait officiellement. En quelques heures, des rapports internes ont circulé. Des réunions d'urgence ont été convoquées. Le PDG s'est empressé de rassurer les investisseurs, mais rien ne pouvait colmater la brèche. À la fin de la semaine, le cours de l'action de l'entreprise avait chuté et la première vague de panique déferlait sur les étages que j'avais autrefois parcourus avec fierté. J'observais ce spectacle depuis la terrasse du café de Flore, mon nouveau quartier général improvisé. Le serveur me connaissait désormais par mon prénom, m'apportant mon café sans que j'aie besoin de le commander. Des amis qui autrefois apportaient des toasts à mon succès m'appelaient maintenant à voix basse, me demandant ce qui se passait. Je restais évasif, n'offrant aucun détail. Mais en coulisses, je regardais leur empire s'effilocher. Sans leurs plus grands clients, les projections s'effondraient. Les fournisseurs exigeaient des renégociations. Les investisseurs réclamaient des réunions d'urgence. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'était pas la rapidité de l'effondrement, c'était à quel point tout était fragile sans les fondations que j'avais posées. Je ne me réjouissais pas. Au contraire, je travaillais d'arrache-pied. Gérer la transition pour ma nouvelle acquisition n'était pas une mince affaire. L'équipe de Duvaltech était nerveuse, suivant les gros titres, et c'était mon travail, de stabiliser le navire. Les nuits tardives se fondaient dans les petits matins tandis que je rassurais les équipes, rencontrais les managers et planifiais la phase suivante. Je ne me contentais pas de démanteler mon ancienne entreprise. Je construisais quelque chose qui pourrait la surpasser. Un mardi matin, alors que j'étais plongé dans des projections financières, Thomas est apparu à ma table. Il avait l'air épuisé, les cernes sombres sous ses yeux trahissant des nuits sans sommeil. « Je peux ?» a-t-il demandé, indiquant la chaise en face de moi. J'ai acquiescé, fermant mon ordinateur portable. « Comment m'as-tu trouvé ? Tu viens ici tous les jours depuis 1 semaine, a-t-il dit avec un sourire fatigué. Ce n'était pas exactement un secret d'État. Le serveur a apporté un café pour Thomas sans qu'il ait besoin de commander. Un silence s'est installé entre nous, chargé de questions non posées. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» a-t-il finalement demandé. « Duvaltech !» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Aurais-tu fait différemment à ma place ?» Il a passé sa main dans ses cheveux clairsemés. « Non, probablement pas. » Un autre silence. L'entreprise est en chute libre. Le PDG a convoqué une réunion du conseil pour demain. Des têtes vont tomber. J'ai haussé les épaules. Pas la mienne cette fois. Thomas a ri, un son bref et sans joie. Non, pas la tienne. Il a pris une gorgée de café avant de continuer. Ils m'ont demandé de te convaincre de revenir avec Duvaltech. Ils offrent, disons, des conditions très généreuses. J'ai observé mon vieil ami, cherchant des signes de duplicité. Il semblait sincère, mais épuisé et défait. Et qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Il a regardé au loin vers le boulevard Saint-Germain animé. Je pense que tu as réussi un coup de maître. Et je pense... Il a hésité. Je pense que je suis du mauvais côté de cette histoire. J'ai souri pour la première fois. Et, bien, il n'est jamais trop tard pour changer de côté. Il m'a regardé avec surprise puis compréhension. Tu m'offres un poste? Je t'offre un partenariat, ai-je corrigé. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît les chiffres comme moi je connais les personnes. Son visage s'est illuminé,
retrouvant une énergie que je n'avais pas vue depuis des mois. Puis la réalité l'a rattrapé. Ils vont nous poursuivre en justice. Ils vont tout faire pour nous détruire. J'ai secoué la tête. Pas quand ils comprendront ce que j'ai à leur offrir en échange. Nous nous sommes rencontrés dans un salon privé du Bristol, loin des regards indiscrets et des caméras. Le PDG, Philippe Mercier, était arrivé en avance, un geste qui trahissait son anxiété. Je l'ai observé quelques instants depuis l'entrée. Il consultait nerveusement sa montre, réajustait sa cravate, passait ses doigts dans ses cheveux poivre, etc. L'image même de l'assurance s'était transformée en un tableau d'inquiétude. « Monsieur Mercier », ai-je dit en m'avançant enfin. Il s'est levé d'un bond, tendant une main que j'ai délibérément mis une seconde de trop à serrer. « Merci d'avoir accepté cette rencontre », a-t-il commencé, sa voix trahissant un effort pour paraître calme. « Je pense qu'il y a eu un malentendu que nous pouvons résoudre. » Je me suis assis face à lui, déposant mon téléphone sur la table entre nous. « Un malentendu ? C'est ainsi que vous qualifiez mon licenciement devant toute l'équipe ?» Il a eu la décence de paraître embarrassé. Les circonstances étaient complexes. Le conseil exigeait des changements. Vous étiez devenu un problème, ai-je complété. C'est le mot que vous avez utilisé, je crois. Un serveur s'est approché. J'ai commandé un café, Mercier, un whisky. Le silence s'est installé jusqu'à ce que nos boissons arrivent. Duvaltech, a-t-il finalement lâché. Comment avez-vous... J'ai souri, savourant cet instant. Pendant que vous planifiez mon éviction, j'écoutais nos clients. Jean-Marc Duval se plaignait depuis des mois de notre service. Vos nouvelles directives ont été la goutte d'eau. Vous avez orchestré tout cela. Ce n'était pas une question, mais une réalisation qui s'abattait sur lui. J'ai simplement saisi une opportunité, comme vous l'avez fait en prenant ma place. Il a avalé une grande gorgée de whisky. Le conseil est furieux. Les actionnaires paniquent. Nous avons perdu 20 points en bourse en une semaine. Je sais, ai-je répondu calmement. J'ai acheté des actions hier. Elles étaient remarquablement abordables. Son visage s'est durci. Vous profitez de notre malheur? Je profite de votre erreur, ai-je corrigé. Il y a une différence. Il a posé, son verre se penchant vers moi. Que voulez-vous? Un retour triomphal? Ma démission? Plus d'argent? J'ai pris mon temps pour répondre, observant les émotions défiler sur son visage. Colère, peur, résignation. Je veux que vous compreniez, ai-je dit finalement, que vous réalisiez que cette entreprise n'était pas juste des chiffres sur un tableau, c'était des personnes, des relations, une vision que vous avez balayée d'un revers de main. Nous pouvons arranger cela, a-t-il dit rapidement. Le conseil est prêt à vous offrir un poste de directeur stratégique. Avec Duvaltech, nous pourrions... J'ai levé la main pour l'interrompre. Duvaltech n'est plus à vendre, et je ne suis plus intéressé par un poste chez vous. Alors quoi? Sa voix trahissait son exaspération. J'ai sorti un dossier de ma serviette et l'ai poussé vers lui. Voici mes conditions. Une restructuration complète du conseil d'administration, un changement de direction et une fusion entre nos deux entités, avec de nouvelles valeurs fondatrices. Il a feuilleté le document, son visage passant de la surprise à l'incrédulité. C'est audacieux. C'est nécessaire, ai-je répondu. Vous avez créé une entreprise fragile, dépendante d'un seul client majeur. J'ai créé une relation solide avec ce client. Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de durable. Mercier a fermé le dossier, me regardant avec un mélange de respect et de ressentiment. Vous aviez tout planifié. Pas tout, ai-je admis, mais j'ai appris à anticiper. Une qualité que le conseil aurait dû valoriser davantage. Il a fait tourner le reste de son whisky dans son verre, pensif. Et si je refuse? J'ai haussé les épaules, me levant pour signifier la fin de notre entretien. Alors vous expliquerez aux actionnaires pourquoi vous préférez couler le navire plutôt que de changer de cap. En quittant le Bristol, j'ai ressenti une étrange mélancolie. Pas le triomphe que j'avais imaginé, mais une sorte de paix teintée de tristesse. Le pouvoir de tout changer était entre mes mains. Mais la victoire avait un goût différent de celui que j'avais anticipé. La deuxième semaine a apporté les retombées publiques. Les médias économiques ont relayé l'histoire, disséquant la soudaine chute de l'entreprise. Mercier, autrefois salué comme un visionnaire, paraissait maintenant déstabilisé dans les interviews, éludant les questions sur la rétention des clients et les changements de direction.
J'observais depuis les coulisses, architectes silencieux de leur chaos, éprouvant un mélange de justification et de mélancolie. Le siège social de l'entreprise, que j'avais contribué à choisir sur les Champs-Élysées, était devenu le théâtre d'un drame quotidien. Des journalistes campaient devant l'entrée, des analystes financiers publiaient des prédictions toujours plus sombres, et les employés sortaient avec des cartons sous le bras à mesure que les premières vagues de licenciements commençaient. Dans mon bureau temporaire chez Duvaltech, près de la place de la Concorde, je recevais un flux constant d'appels et de messages. D'anciens collègues me contactaient avec urgence. Certains voulaient un emploi. D'autres cherchaient des explications. Quelques-uns offraient des excuses, qu'ils avaient été trop effrayés pour exprimer auparavant. « Laurence vient de m'appeler », m'a annoncé Thomas en entrant dans mon bureau faisant référence à la directrice des ressources humaines. Elle dit que c'est l'hécatombe là-bas. L'équipe marketing a été décimée ce matin. J'ai posé mon stylo, sentant le poids de cette nouvelle. Ces personnes n'étaient pas responsables des décisions de Mercier, mais elles en payaient le prix. « Contacte-la », ai-je dit après un moment. « Dis-lui que nous avons des postes pour les talents valables, mais seulement pour ceux qui correspondent à notre nouvelle vision. » Thomas a hoché la tête, mais son expression trahissait son inquiétude. « Tu réalises que nous ne pouvons pas sauver tout le monde, n'est-ce pas ? » « Je sais, ai-je admis, mais nous pouvons être meilleurs que ceux qui nous ont précédés. » Plus tard, cette journée-là, j'ai reçu un appel de Claire Dufresne, la présidente du conseil d'administration. Sa voix était tendue, professionnelle, mais je pouvais sentir la panique sous-jacente. « Le conseil a examiné votre proposition », a-t-elle dit sans préambule. « Nous sommes prêts à discuter des termes. »« Pas de discussion », ai-je répondu calmement. « Ces conditions sont non négociables. » Un silence glacial. « Vous semblez oublier que nous sommes encore une entreprise valorisée à plusieurs millions d'euros. »« Une entreprise en chute libre », ai-je corrigé. « Vos actions ont perdu 40% de leur valeur. 3 vice-présidents ont démissionné. Les rumeurs d'insolvabilité se multiplient. »« C'est de la manipulation de marché », a-t-elle sifflé. « Nous pourrions vous poursuivre. » J'ai laissé échapper un petit rire. « Avec quel argent, Claire ? Vos avocats viennent de démissionner eux aussi. J'ai déjeuné avec Maître Pelletier hier. » La réalité de sa position semblait enfin la frapper. « Vous avez tout orchestré. Depuis combien de temps prépariez-vous ce coup ? » « Depuis le jour où vous avez laissé Mercier prendre les rênes sans poser de questions, » ai-je répondu. Un leader responsable aurait vu les signes. Elle a pris une profonde inspiration. Je pouvais presque voir son cerveau calculer les options restantes, cherchant désespérément une issue. « Le Conseil accepte vos termes, » a-t-elle finalement déclaré. « Avec une condition, vous reprenez la présidence. » Cette fois, c'est moi qui ai été surpris. La présidence, je croyais que vous vouliez ma tête. Les choses changent. Les crises révèlent les vrais leaders. J'ai réfléchi à cette proposition. Inattendue. Revenir à la tête de l'entreprise que j'avais contribué à bâtir, mais avec mes conditions, ma vision. C'était tentant. Presque trop. « Je dois consulter mon équipe, » ai-je répondu prudemment. « Vous avez jusqu'à demain matin, » a-t-elle conclu avant de raccrocher. J'ai fixé le téléphone, une étrange sensation m'envahissant. Ce n'était pas le triomphe que j'attendais, mais quelque chose de plus complexe. Revenir signifierait affronter les fantômes du passé, travailler avec des personnes qui m'avaient trahi. Rester avec Duvaltech signifierait construire quelque chose de neuf, mais plus petit, plus limité. Thomas est entré, me trouvant immobile, perdu dans mes pensées. « Mauvaise nouvelle ?» a-t-il demandé. « Au contraire, » ai-je murmuré. « Ils veulent que je revienne, comme président. » Son visage s'est éclairé puis assombri. « Et Duvaltech, notre plan ?» J'ai soupiré, regardant par la fenêtre vers la Seine qui brillait sous le soleil de l'après-midi. « Je ne sais pas, Thomas. Je ne sais vraiment pas. » 6 mois plus tard, je me tenais sur la terrasse de nos nouveaux bureaux près du parc Monceau, observant Paris s'éveiller sous un ciel pâle d'automne. Notre nouvelle entreprise, Phoenix Strategies, n'avait pas seulement stabilisé sa position, elle prospérait. D'anciens collègues avaient rejoint notre équipe, des investisseurs faisaient la queue et les clients nous sollicitaient. L'effondrement de mon ancienne entreprise était devenu un cas d'étude dans les écoles de commerce. Mais je n'avais aucun intérêt pour les histoires de vengeance. Ma priorité était la croissance. La décision de refuser la présidence de mon ancienne entreprise avait été plus facile que prévu. Après une nuit de réflexion intense,
J'avais compris que retourner là-bas aurait signifié m'enchaîner au passé. Claire Dufresne avait paru stupéfaite par mon refus, incapable de comprendre pourquoi je déclinais ce qu'elle considérait comme une victoire totale. Ce n'est pas une question de victoire, lui avais-je expliqué. C'est une question d'avenir. Au lieu de cela, j'avais proposé une solution différente. Une acquisition partielle de leur entreprise par Phoenix Strategy, sauvant les emplois les plus précieux tout en nous permettant de repartir sur des bases saines. Les négociations avaient été tendues, parfois hostiles, mais finalement productives. Mercier avait démissionné. Le conseil d'administration avait été restructuré et notre nouvelle entité combinée avait émergé, plus forte que la somme de ses parties. Thomas s'est joint à moi sur la terrasse me tendant un café fumant. L'équipe de développement a résolu le problème avec la plateforme client, a-t-il annoncé. Nous serons prêts pour le lancement la semaine prochaine. J'ai acquiescé, satisfait. Cette nouvelle plateforme incarnait notre philosophie. Transparence, collaboration, innovation, pragmatique. Tout ce qui avait manqué à mon ancienne entreprise. « Comment va Émilie » ai-je demandé, faisant référence à notre nouvelle directrice. Technique, une ancienne ingénieure que j'avais toujours admirée et que Mercier avait sous-estimée. Brillante comme toujours, elle a pratiquement travaillé toute la nuit pour finaliser l'architecture. Je me suis tourné vers lui. Dis-lui de rentrer chez elle, de se reposer. Nous construisons une marathon, pas un sprint. Thomas a souri. C'est exactement ce que tu aurais dû te dire ces 10 dernières années. Il avait raison. Je me surprenais souvent à réfléchir, non pas à la chute, mais à la reconstruction. Perdre tout ce que j'avais bâti m'avait dépouillé des illusions, m'avait forcé à affronter ce qui comptait vraiment. Je ne courais plus après la validation des conseils d'administration ou des gros titres. Je construisais quelque chose d'authentique, quelque chose qui survivrait aux succès éphémères. La porte de la terrasse s'est ouverte derrière nous. C'était Nathalie, notre responsable des ressources humaines, tenant une pile de dossiers. Les candidats pour le programme de mentorat sont arrivés, a-t-elle annoncé. 15 jeunes talents qui attendent de vous rencontrer. Ce programme était ma fierté personnelle. Nous identifions des étudiants prometteurs dans des quartiers défavorisés, leur offrant mentorat, stage et éventuellement emploi, une façon de redonner et d'assurer que notre succès profitait à plus que nos actionnaires. En redescendant vers la salle de conférence, j'ai croisé Jean-Marc Duval, désormais notre directeur des partenariats stratégiques. Le groupe Lefebvre vient de signer, m'a-t-il annoncé avec un sourire satisfait. C'est notre plus gros contrat à ce jour. J'ai serré sa main, reconnaissant. Sans sa confiance initiale, rien de tout cela n'aurait été possible. La salle de conférence bourdonnait d'énergie nerveuse lorsque j'y suis entré. 15 jeunes gens, frais émoulus de leurs études ou en reconversion professionnelle, me regardaient avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Je me suis rappelé ma propre nervosité lors de mes débuts, l'incertitude vertigineuse des premiers pas professionnels. « Bonjour à tous », ai-je commencé, m'appuyant contre le bord de la table plutôt que de prendre place dans le fauteuil, dominant au bout. « Je m'appelle Martin, et contrairement à ce que vous avez pu lire, je ne suis pas un stratège machiavélique ou un génie des affaires. » Quelques rires nerveux ont parcouru la salle. Je suis simplement quelqu'un qui est tombé, qui s'est relevé, et qui a appris que le vrai succès ne se mesure pas en chiffre d'affaires, mais en impact humain. J'ai balayé la salle du regard, observant leurs visages attentifs. Chez Phoenix Strategy, nous ne cherchons pas seulement à réussir, nous cherchons à réussir différemment, avec intégrité, avec vision, avec humanité. Alors que je commençais à leur expliquer notre programme, je sentais une émotion nouvelle s'installer en moi. Ils avaient sous-estimé ma détermination. Ils avaient vu un problème, une menace. Mais j'avais vu une possibilité, et tandis que j'observais ces jeunes talents, prêts à écrire leur propre histoire, je savais que la meilleure partie de mon récit était encore à venir.